Rendez-vous compte, nous Européens, sur notre propre sol, nous n'avons quasiment plus aucune trace de notre culture. Nous avons plus de traces en Inde et en Iran. Et nous sommes plus respectés en tant qu'Européens dans ces pays-là que sur notre propre sol. Il y a un gros problème. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi les Mayas et les Aztèques du continent américain, pourquoi avaient-ils accueilli les conquistadors espagnols à bras ouverts, chaleureusement? On dit même qu'ils les prenaient pour des dieux. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo où je vais avoir le plaisir de vous expliquer comment je travaille en matière d'histoire. Car vous savez que l'histoire c'est compliqué parce que c'est toujours teinté de politique. Il y a un vieil adage qui dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Napoléon disait « l'histoire est une fable sur laquelle tout le monde est d'accord ». Tout le monde bien sûr c'est pas nous, hein, c'est les puissants. Et puis c'est le moment parce que avec mes vidéos qui démontrent les origines polaires, hyperboréennes, de la tradition et de la culture européenne, j'ai évidemment reçu quelques critiques, mais je vous rassure tout de suite, par rapport à celles que j'avais reçues l'année dernière lorsque j'avais démontré les véritables causes et origines du phénomène viking, ça avait été plus virulent. Mais avec le temps, les critiques s'étaient estompées jusqu'à même engendrer des retournements de veste. À ce sujet, regardez les 2-3 vidéos que j'ai fait récemment et qui vont s'afficher là, par ici, dans les fiches. Surtout que nous, en tant que païens, en tant qu'Européens qui veulent retourner à leurs racines, c'est vraiment fondamental d'appliquer cette règle. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Parce que nous avons perdu. Nous avons été, même je dirais, détruits. Ça a été jusqu'à faire verser le sang avec des arrêtés officiels, avec des États, l'État romain et notamment l'empereur Théodose II qui en 435, par arrêté, ordonne la destruction de tous les temples païens. Il y en avait déjà eu des arrêtés comme ça, mais là en plus, c'est la peine de mort contre tous les hérétiques et tous les païens. Il y a eu ensuite 782 et le génocide de Verden en Germanie, en Saxe plus exactement, où le roi qui sera l'auteur de ces odieux massacres sera un petit peu plus tard sacré empereur par le pape de Rome. Et puis bien sûr il y a eu le génocide des Cathares, pour cela donc ces hérétiques qui sont des hommes libres, en cela très proches des païens, pour cela voir Alexandre Rouget. Donc vous voyez que si on a été capable de massacrer des gens, si des pouvoirs politiques ont été jusqu'au massacre des gens, je ne vois pas pourquoi ils s'embêteraient à dire la vérité. Je ne vois pas pourquoi ils s'empêcheraient de mentir. Vous comprenez? Quand on arrive à tuer des gens, l'histoire, c'est vraiment, c'est peanuts quoi. Donc il est évident que ces gens vont écrire une histoire qui va largement défavoriser les païens. Donc beaucoup vont dire, et c'est ce qui se dit chez les païens en majorité, c'est que c'est un problème judéo-chrétien, c'est-à-dire que c'est un problème religieux et ce sont les judéo-chrétiens en fait qui ont anéanti les païens. Mais est-ce que c'est vraiment un problème purement doctrinal et religieux? Je crois qu'en réalité, le mal contre les païens vient du désir de domination d'un certain groupement humain, de certaines élites, de certains hommes de vouloir dominer. Je crois que quand on veut dominer, la première chose à faire, c'est de centraliser le pouvoir, réunifier tous les pouvoirs pour ensuite pouvoir les mettre dans sa main. Et cet outil donc de domination qui permet à une petite élite ou à un tyran d'exploiter, de dominer le reste de l'humanité, ça s'appelle un État. Une organisation où on centralise les choses et donc où on centralise le pouvoir, ça s'appelle un État. Un État qui est forcément puissant. Et cet État tout puissant, c'est lui qui a détruit les païens parce que la culture païenne est une culture d'hommes libres. La culture païenne est l'antithèse d'un pouvoir tout puissant qui n'a de compte à rendre à personne. Dans le monde païen, et je dirais même dans la civilisation païenne, malgré que certains disent qu'il n'y avait pas de civilisation avant Rome, ça c'est justement ce que disent les pouvoirs en place qui ont gagné.
Mais vous voyez ici ce livre qui s'appelle La civilisation celtique, écrit par deux personnes d'origine bretonne, il me semble, qui ont consacré leur vie à cela. Donc, je pense qu'ils sont quand même bien informés. Effectivement, la civilisation païenne, cette civilisation sans État, cette anarchie organisée en tribus, c'est-à-dire qu'une tribu, qu'est-ce que c'est en réalité? Eh bien, c'est une famille élargie, c'est-à-dire que tous les gens de celui qui va être au pouvoir à celui qui, par exemple, le nourrisson qui vient de naître, n'importe lequel, ils auront tous des liens familiaux. Et donc, évidemment, cette société où chaque tribu a le pouvoir sur elle-même, où elle est souveraine, va déranger forcément un pouvoir impérial qui veut toutes les contrôler. Et c'est pourquoi Rome va forcément détruire donc ces tribus, avoir besoin de détruire ces tribus pour pouvoir installer sa toute-puissance. Et c'est pourquoi cette culture païenne de l'homme libre, émancipé, va forcément être à éliminer pour ceux qui veulent exploiter et dominer l'humanité. Aujourd'hui encore, les institutions françaises étatiques reconnaissent leur héritage romain. Les grosses structures administratives françaises ont été calquées sur un modèle romain. Et les universitaires voient toujours Rome comme ce qui a permis la construction de l'État, ce qui est parfaitement vrai. Et de nos jours, où l'on voudrait encore plus centraliser le pouvoir, qu'il ne l'est déjà, avec donc ce nouvel ordre mondial, où on devrait dire plutôt cette espèce de nouvel empire mondial, mondialiste, eh bien on cherche encore une fois de plus, à centraliser un pouvoir, à mettre encore plus de pouvoir dans un seul point. Et les anciennes tribus qui furent détruites en Gaule par l'Empire romain, leur équivalent aujourd'hui, ce sont les nations. Donc on veut effectivement prendre la souveraineté sur des nations comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, pour pouvoir tout commander d'un point central, comme jadis ils avaient réussi à tout commander depuis Rome. Donc il est évident que la culture romaine de l'État tout-puissant qui centralise en fait le pouvoir, qui détruit d'abord les petites structures politiques locales pour impérialiser le pouvoir, il est évident que la culture romaine convient parfaitement à ce projet mondialiste. Ne vous étonnez donc pas que quand vous allez dans des grandes librairies, style Virgin Megastore, enfin c'était pas ça, mais c'est le même genre, vous retrouvez donc des livres sur Rome et spéculaires qui sont encensés par des médias mondialistes comme Le Point. Alors que si vous allez dans le rayon païen Celt Viking par exemple, eh bien regardez bien, vous allez voir que les bouquins qui parlent effectivement des Celtes, regardez bien, franchement, vous allez voir qu'il y en a à peu près 2. N'hésitez pas à faire une pause, à bien regarder. Quant aux bouquins sur les Vikings, je vous le dis honnêtement, il n'y en a aucun dans ce rayon-là. Voilà. Donc, ouais, c'est quand même assez drôle. Vous voyez, Celt Viking, il y a des bouquins sur Rome, il y a des bouquins sur la Grèce antique, mais sur les Vikings, il n'y en a pas, et sur les Celtes, il y en a 2. Voilà. C'est authentique, c'était dans un grand magasin en région parisienne. Il est évident que la culture païenne étant une recette pour l'anarchie, pour la liberté, il est évident que tout pouvoir, quel qu'il soit, faudra toujours la mettre de côté et qu'il ne donnera pas des munitions forcément pour scier la branche sur laquelle il est assis. Surtout à l'époque d'aujourd'hui où le pouvoir mondialiste est encore plus impérial, donc plus dans une logique effectivement romaine, la culture païenne va être écartée. C'est pourquoi si l'on veut retrouver la véritable histoire de nos ancêtres, eh bien il faut chercher dans les auteurs du 19e siècle. Parce qu'il y a bien eu tout de même un regain de liberté pour les pensées, une fois sortis du verrou religieux après la Révolution française. Il y a eu l'époque du romantisme, avec pas mal d'auteurs qui valident toutes mes idées sur les origines polaires de la culture et de la tradition européenne. Il faut dire évidemment que ces auteurs aujourd'hui sont décédés, et qu'il n'y a pas énormément d'auteurs aujourd'hui qui sont du même avis, tout simplement bien sûr parce qu'encore une fois le pouvoir a refermé la porte pour protéger ses intérêts, j'ai envie de dire, d'exploiteurs de masse.
Mais il y a encore des auteurs vivants qui soutiennent ces idées, notamment Jean Audry, qui a fait d'excellents travaux sur les Indo-Européens, Jacques Grimaud, bien sûr, et puis moi, à un niveau bien sûr beaucoup plus humble, on va dire, je le soutiens aussi. Rome, voilà, oui, c'est étonnant. Rome, on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'État romain, et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et il n'y a jamais eu d'État grec. Donc, en Grèce, selon les... La cité, voilà, il y a la police. La cité, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Les comportements tribaux et compagnoniques ne sont pas trop mal vus. Monsieur Audry, l'État romain procède-t-il de cet imaginaire indo-européen, de cette idéologie à l'œuvre chez les Indo-Européens, ou est-ce que c'est un apport exogène? À mon avis, Rome a très tôt imité l'Orient. Donc, si on veut s'approcher de la vérité en histoire, il faut absolument avoir les deux versions, l'histoire officielle et la contre-histoire. Donc, la contre-histoire, il faut vraiment aller chercher en dehors des sentiers battus. Une fois qu'on a ces différentes versions, il ne faut pas se dire, bon bah voilà, l'histoire officielle c'est que du mensonge, c'est que c'est là qui est vrai. Non, ce n'est pas le cas non plus. En fait, il faut essayer de croiser les deux, mais surtout pour pouvoir le faire correctement, il faut comprendre comment fonctionnaient les sociétés de l'époque, quelle était la vision du monde et la psychologie des anciens, et vraiment comprendre les différents intérêts qui se sont affrontés à ces moments-là. À cela va s'ajouter l'étude de l'archéologie, de l'étymologie, de la linguistique. Bon, moi je ne suis pas très fort en linguistique, mais Jean Audry a fait des super travaux là-dessus. L'étude aussi de la mythologie comparée. Alors comparée à quoi? Eh bien, il y a la mythologie écrite par les chrétiens. L'Edda, par exemple, malheureusement, a été écrit par les chrétiens. Et on a heureusement encore la chance d'avoir très peu, mais quelques sources de tradition orale. Donc là aussi, ça va être intéressant de comparer la version originale avec la version romanisée, christianisée. Donc, de tous ces différents éléments, il va falloir faire ressortir un ensemble cohérent et logique. Donc vous voyez que c'est un travail très important et que ça dépasse de loin le simple fait de lire plusieurs livres qu'on va trouver en librairie, qui sont, je vais dire, les livres de l'histoire officielle et qui vont forcément tous à peu près dans le même sens, c'est-à-dire le sens du vent, et duquel on va facilement ressortir un ensemble cohérent où en fait on va faire que finalement redire ce qu'on a lu, mais il ne suffit pas de lire quelques livres pour détenir le vrai, pour avoir trouvé la vérité. Comme je vous l'ai expliqué, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc quand des gens vont dire ouais mais qu'est-ce que tu dis, c'est pas ça et tout, parce que moi j'ai lu Demésile. Ouais d'accord, mais mon pote ça suffit pas. Et d'ailleurs par rapport à l'illustre Georges Dumézil, paraît-il d'après Jean Audry qu'il aurait renié certains de ses ouvrages. Donc si monsieur Georges Dumézil a renié de ses ouvrages, peut-être qu'il n'avait pas eu accès à certaines sources, ou peut-être qu'il s'est laissé peut-être justement influencer, on va dire, par les sources recommandées, et que sur le tard, il a finalement commencé à voir les choses autrement aussi. Le travail réel de recherche historique, quand il est sincère, comme moi je le fais, il est 3 fois supérieur au simple fait de lire des auteurs officiels. C'est pas parce qu'on a lu 1 ou 2 livres qu'on est historien. Quand vous voyez que mes conclusions sont différentes de l'histoire officielle, c'est simplement qu'en fait, mes méthodes sont beaucoup plus pointues que la méthode employée par la plupart des gens qui consiste à lire un livre et bêtement répéter ce qu'ils ont lu. Aujourd'hui, l'histoire est totalement assujettie au pouvoir politique. Regardez, dans les cours d'histoire, ce qu'on enseigne à nos enfants, on a retiré Louis XIV et Napoléon. À la place, on enseigne la colonisation de la France pour culpabiliser la France et les Français. Donc on comprend qu'on est vraiment sous une influence impériale. Et la racine de ce problème du pouvoir politique qui décide de tout et qui travestit l'histoire est due à une transgression d'un des principes de la tradition primordiale, à racine hyperboréenne, qui est de séparer le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir politique, de l'autorité spirituelle. En réalité, l'autorité spirituelle, c'est, si vous voulez, aujourd'hui, la science et donc les historiens. Normalement, l'autorité spirituelle
est totalement indépendante et est même au-dessus en fait, du pouvoir politique. Enfin, disons qu'elle a son droit de veto, c'est surtout ça. Eh bien, cette règle de séparation, donc, en fait, on va dire des scientifiques et des politiques, a depuis très longtemps été transgressée. Déjà, avec la Rome catholique, on a le pape qui prend des décisions politiques. Donc, on a le politique et le spirituel qui est mélangé. Donc ça c'est une aberration d'un point de vue traditionnel, d'un point de vue philosophique, c'est une transgression totale. Le pouvoir spirituel doit être, l'autorité spirituelle, pardon, doit être totalement indépendante du pouvoir temporel. Et donc on arrive à une histoire totalement aberrante qui ne veut plus rien dire. Évidemment, l'Église catholique a tout écrit à sa façon. Dévalorise les païens et dévalorise même, je dirais, tous les Européens. Puisque pour un Européen, là où il va trouver quelque chose de conforme à la réalité de sa culture, de son histoire et de sa tradition, ça va être en Inde et en Iran. En effet, les textes hindous, les textes iraniens sont beaucoup plus renseignants pour nous Européens que ne le sont ce qu'il nous reste des Védas ou de la mythologie celtique. Parce que ce soit la mythologie celtique ou nordique, ce sont des chrétiens qui l'ont écrite. Donc en réalité, il manque des tas de choses et pire, les choses ont été déformées, détournées de leur sens. Donc en réalité, posez-vous la question, mince. Rendez-vous compte, nous Européens, sur notre propre sol, nous n'avons quasiment plus aucune trace de notre culture. Nous avons plus de traces en Inde et en Iran. Et nous sommes plus respectés en tant qu'Européens dans ces pays-là que sur notre propre sol. Il y a un gros problème. Effectivement, ce problème vient évidemment du judéo-christianisme, mais ce judéo-christianisme n'est pas lui-même par essence destructeur de notre civilisation. C'est bien le désir de pouvoir et le désir de construire un empire, c'est-à-dire un État tout-puissant, qui a fait le lit pour ce type de religion. C'est-à-dire que le christianisme romain, selon mon opinion et celle d'Alexandre Rouget, n'est pas le vrai christianisme. Et que Rome a créé son propre christianisme pour assujettir les gens. Donc il ne faut pas confondre cause et conséquence. Ce n'est pas qu'un fait religieux, c'est un fait purement politique. Quand le pouvoir politique a tout contrôle, y compris sur le spirituel, eh bien le spirituel ne l'est plus, devient religieux et est en réalité au service du pouvoir. Donc le judéo-christianisme romain a été poussé par le besoin de Rome d'asseoir une domination. Ils n'ont pas attendu le judéo-christianisme pour instaurer l'esclavage. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi les Mayas et les Aztèques du continent américain, pourquoi avaient-ils accueilli les conquistadors espagnols à bras ouverts, chaleureusement? On dit même qu'ils les prenaient pour des dieux. C'est que forcément la dernière fois qu'ils avaient vu un visage pâle, ils en avaient gardé un très bon souvenir. Et pour cause, ils avaient effectivement déjà vu des blancs. Mais ces blancs étaient connectés, étaient encore enracinés dans les principes de leur tradition païenne hyperboréenne. Cette tradition, c'est la tradition tournée vers l'harmonie, vers le partage, l'équilibre. Malheureusement pour les Mayas et les Incas, les conquistadors n'ont d'Européens que la peau, que la couleur de la peau. Ils ont totalement oublié leur tradition, ils ont été déracinés. Et ces Espagnols conquistadors qui arrivent, romanisés, viennent simplement pour récupérer tout l'or, pour enrichir encore une fois les exploiteurs de l'humanité, enrichir Rome, et vont même aller jusqu'à massacrer ces pauvres Mayas et Aztèques. C'est vous dire la haine que vous, ces esclavagistes, contre tous les hommes libres, comme tous les authentiques païens. Aujourd'hui, énormément font des vidéos sur Internet pour dire « Attention, nouvel ordre mondial, nous sommes des esclaves, nous sommes exploités ». Je suis relativement d'accord avec ça, même s'il y a parfois des excès. Cependant, très peu apportent de vraies réponses. Des réponses qui vont répondre aux besoins intérieurs, de se reconnecter à ses vraies racines, aux besoins spirituels intérieurs, sans tomber dans le piège religieux. Très peu, en réalité pratiquement aucun. Il faut se reconnecter à la tradition, c'est ce que je pense, et la recette de l'homme libre et d'une société également libre, c'est la société païenne traditionnelle. Voilà,
Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je remercie tous mes amis. Je vous remercie de me suivre. Vous pouvez me soutenir sur le Tipeee de l'Esprit Viking. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez bien sûr aller sur le site pagans.eu pour trouver de la culture païenne, de la culture d'hommes libres. N'oubliez pas, si vous pouvez aussi, de partager la vidéo, de liker. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois par Votan.